Sur les 6 premiers mois de 2026, mon usage de l'IA a émis 821 kg de CO2. Et un Français moyen aujourd'hui, c'est une dizaine de tonnes de CO2, donc ça veut dire que sur l'année complète, je vais tourner autour d'une tonne 5, 2 tonnes. Donc on monterait à 15-20% de mes émissions uniquement pour mon usage IA. Alors oui, j'utilise l'IA tous les jours et de manière assez intensive, c'est mon propre métier de travail au jour le jour, mais quand même, ça représente un sujet dont il faut qu'on parle. Et c'est pour ça que je vais faire une série de 3-4 vidéos pour aborder les sujets clés autour de l'IA. Et cette première vidéo, ça va être de donner les chiffres plutôt à l'échelle mondiale en 2026 et également les petites projections qu'on peut avoir pour 2030. Personne n'a de boule de cristal pour vraiment connaître le marché de l'IA à horizon 2050. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu puisses mesurer toi aussi ton empreinte carbone liée à l'utilisation de Claude. Allez, c'est parti, je vous embarque dans cette petite mind map que j'ai préparée pour vous donner les chiffres clés liés à l'usage de l'IA. Première slide, petit laïus sur l'électricité. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser de l'IA, vous utilisez des tokens. Et des tokens, la meilleure définition qu'on peut en avoir, ce sont des morceaux d'intelligence qui ont été créés eux-mêmes grâce à de l'électricité. Donc si on fait le flux, c'est-à-dire que pour que vous ayez une réponse en sortie de ChatGPT, il faut qu'il y ait de l'électricité qui soit produite, qui soit processée dans un data center, qui te permette d'avoir des petits morceaux d'intelligence en sortie que toi tu vas pouvoir utiliser pour avoir la réponse à ta question qui a gagné la dernière Coupe du Monde, ou des choses bien plus complexes. Spoiler alert, c'est l'Espagne. Bref, tout ça pour dire que globalement aujourd'hui les data centers mondiaux, ça représente 448 TWh en fonction de la source qu'on prend. Dans cette vidéo, il faudra voir que tout est fonction de la source, mais c'est plutôt pour donner les ordres de grandeur. Et les data centers, c'est pas uniquement pour l'IA. L'IA aujourd'hui, c'est 20% de toute la consommation des data centers et ça va devenir autour de 40% à horizon 2030. Donc vous voyez que la croissance de la demande d'électricité pour les data centers, elle est surtout portée par l'émergence et par l'explosion de nos usages IA. Marrant, j'avais un chiffre aussi en 2025 qui est le nombre de prompts qu'on voyait passer sur ChatGPT. Et 2025, ça paraît déjà il y a des lustres, juillet 2025 dernier. Vous voyez, typiquement, Claude Code n'existait même pas encore. En tout cas, c'était les balbutiements, les prémices. Je crois que la première version, c'était le printemps. Bref, et à l'époque, on avait 2,5 milliards de requêtes par jour, donc ça fait aller 86 000 requêtes à la seconde. Et maintenant, on est certainement beaucoup plus haut que ça, mais vous voyez qu'il y a quand même des volumes assez impressionnants qui passent côté IA. Et ben, en plus, maintenant, on est tombé dans l'ère agentique. Avant de revenir sur le carbone, je voudrais aussi dire, parce que le carbone, c'est mon métier historique, c'est ce qu'on s'est mesuré depuis pas mal d'années, on parle beaucoup d'émissions de CO2, mais de montrer aussi que le sujet, il est assez global. Et donc, avant de faire un focus CO2, c'est aussi de montrer que on a des sujets au niveau de l'eau, et pas uniquement pour le refroidissement des data centers. Hein. Quand je vous mets le 4500 à l'écran, c'est vraiment toute l'eau aussi qu'il faut pour produire le courant dans les centrales. C'est pas uniquement le refroidissement. Et donc, il faut compter pour chaque kilowattheure produit, il faut une dizaine de litres d'eau pour créer ce kilowattheure. Et cette demande, elle va doubler, pareil, hein. Enfin, de toute façon, on est sur un usage qui va doubler à horizon 2030, donc pareil, en nombre de kilowattheures, le nombre de kilowattheures va doubler, même si on va être de plus en plus efficace et qu'on va sortir des tokens pour moins d'électricité. Au final, en absolu, la demande en eau ou en kilowattheure, elle va doubler d'ici 2030 en fonction des projections qu'on peut avoir. Et aussi, on peut parler des sols, les sols qui sont mobilisés pour la demande d'électricité des data centers. Je parle pas uniquement du data center lui-même, mais aussi des centrales, des barrages, de l'extraction des combustibles, tous ces sols qu'il va falloir mobiliser uniquement pour produire l'électricité pour ces data centers. Et du coup, en 2025, on est autour de 6900 km², ça représente 4 fois et demi le Grand Londres, et ça va pareil, hein, à chaque fois, vous avez compris, on double pour 2030, et on va arriver autour de 14 000, 15 000 km² en 2030, et ça représente plus que l'Île-de-France. Donc juste ces sols qui sont mobilisés pour alimenter la demande d'électricité des data centers. Et donc à nouveau, si vous avez bien suivi depuis le début, on passe de 20 à 40% pour l'IA, et si vous faites le produit en croix, vous aurez aussi le sol pour la partie IA uniquement et pas l'ensemble du data center. On a parlé d'eau, de sol, on a aussi une quantité de déchets électroniques liés à l'IA qui va être aussi un sujet à traiter. On est parti d'à peu près de 0 en 2024, on est à un demi-million de tonnes aujourd'hui, et puis on va arriver autour de 2,5 millions de tonnes à horizon 2030 et qu'il va falloir gérer. Et également, autre sujet dont on peut parler aussi, ça va être aussi le développement de projets fossiles pour éviter le temps d'attente de raccordement au réseau. Donc on se retrouve avec aujourd'hui des data centers qui poussent comme des champignons aux États-Unis et eux-mêmes alimentés par du gaz parce que comme ça nous évite d'attendre 7 ans pour être raccordé au réseau national. Et du coup, si je résume, le gaz sur site en 2025, ça représentait 4 gigawatts en 2025, on est passé à 100 gigawatts en janvier 2026 et on a 252 gigawatts en
développement actuellement aux États-Unis. Aujourd'hui, on est dans une course effrénée à l'IA, et ce qui fait qu'on n'a pas envie d'attendre le temps d'attente pour se raccorder au réseau, et du coup, on se branche au gaz pour éviter ce temps d'attente. Allez, je reviens sur la partie carbone. Globalement, c'est de dire que en fonction de là où vous vous situez, le kilowattheure n'aura pas la même empreinte carbone. Pour 1 kWh, en France, vous allez émettre une cinquantaine de grammes de CO2. En fonction, si vous êtes sur la production de la consommation, vous allez avoir un ordre de grandeur qui va passer entre 30 et 60, en fonction des sources, peu importe. En tout cas, vous êtes sur quelques dizaines de grammes de CO2 par kilowattheure. Et en revanche, on peut arriver dans des pays très carbonés, comme la Chine, on va se retrouver à plus de 500-600 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc forcément, si vous allez prendre des modèles très puissants, vous allez consommer beaucoup de tokens et beaucoup de kilowattheures, mais aussi, du coup, si vous prenez une géographie qui n'est pas avantageuse, vous allez vous retrouver avec beaucoup de tokens, beaucoup de kilowattheures, mais surtout beaucoup de CO2 en final en bout de chaîne. Donc il vaut mieux utiliser beaucoup de kilowattheures français que pas beaucoup de kilowattheures qui pourraient venir d'ailleurs dans le monde. Donc c'est pour ça que l'importance de la géographie peut jouer dans le choix de votre modèle IA si vous souhaitez réduire votre empreinte. Ce que j'ai fait moi du coup aujourd'hui, c'est que pour l'instant j'accompagne beaucoup les entreprises sur Claude, qui est comme leader sur son marché avec OpenAI à date où je tourne cette vidéo. Et moi du coup ce que j'ai pris typiquement pour Claude, qui est surtout le LLM avec lequel je travaille le plus et communique le plus, parce qu'il est forcément l'un des plus utilisé par nos clients avec OpenAI. J'ai pris 287 grammes par kilowattheure, et qui est du coup dans la moyenne, ce que reportent aussi des AWS typiquement, et ce qui permet d'avoir une hypothèse qui est ni la meilleure en disant que tout était hébergé en France ou en Norvège ou je ne sais où, ni la pire en disant tiens, évidemment les data centers sont plutôt aux US que dans les pays les plus carbonés si on prend un modèle américain. Donc on est dans cette moyenne autour de, allez, entre 200 et 400 grammes de CO2 par kilowattheure, mais de toute façon le mieux, hein, à nouveau, c'est que les providers daignent communiquer sur les facteurs d'émission de leur data center et proposent une analyse de cycle de vie complète. On est très loin d'avoir ça. Il y a Mistral qui avait fait un petit papier pour 400 tokens. On a une estimation dont je n'ai plus la valeur là en tournant cette vidéo, mais globalement on manque beaucoup d'informations. On parle pas mal d'inférence. L'inférence, donc c'est le moment où tu as le prompt qui part, hein. Mais aussi on a aussi l'entraînement du modèle, on a aussi voilà, toute la matière qu'il y a directement pour créer ce modèle. Et ce qu'il faut voir, c'est quand même que la majorité des émissions proviennent de la consommation et pas que de l'entraînement. Donc tu vois, typiquement dans le modèle que j'ai développé pour mesurer ma propre consommation, j'ai omis dans une première partie l'entraînement de manière volontaire en disant voilà, il faudrait rajouter 15-20% au bilan, mais je sais que 80-90% de la consommation, elle vient vraiment quand même de l'usage. Ça, une fois que le modèle est entraîné, entre guillemets, il se passe plus rien, jusqu'à temps qu'ils sortent un nouveau modèle, mais bon, ils sont constamment en train d'entraîner, mais l'usage est utilisé par des milliards de personnes tous les jours. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi? Ça va être une requête de 1000 tokens en fonction, en fait. On a parlé effectivement de la transformation de kilowattheure à kilogramme de CO2 juste avant, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction de la requête que vous allez faire, vous allez pouvoir avoir des requêtes qui vont faire moins d'1 wattheure à des requêtes qui vont faire plus de 20, 30, 40, et si vous partez en agentique, ça part dans tous les sens. Si vous, en plus, vous commencez à faire de la vidéo, pour une vidéo de 5 secondes, vous pouvez avoir plus de 100 wattheures qui vont être consommés, et je vous recommande de lire un papier qui est sorti il y a même pas un mois par Naidal Jegam, Boris Gamazai-Chikov et Sacha Aloucheni, qui ont pu tester à la fois des modèles propriétaires et des modèles open source pour générer des vidéos de 5 secondes, et du coup ils arrivent à montrer les émissions associées, en tout cas les consommations d'énergie associées à chacun de ces modèles. Et enfin aussi, ce que je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, on est aussi en train de rentrer dans un monde de plus en plus agentique, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un prompt et d'attendre la réponse, on envoie un prompt et il se passe pas mal de choses en cascade dans tous les sens, on appelle des outils, il y a des choses qui tournent en permanence de manière répétée la journée, le soir, le week-end, enfin peu importe, et ce modèle agentique où des agents vont commencer à parler des agents, ça va faire exploser aussi nos usages liés à l'utilisation de l'IA. Et je passe maintenant sur le manque de transparence, parce que effectivement, il faut avoir en tête que on a 84% des modèles analysés qui ne publient aucune donnée environnementale. Donc on a 16 qui le font un peu, et quand je dis c'est aucune, c'est de manière partielle, donc en fait on est dans l'attente, on est quand même sur une matière qui est très peu mature sur le bilan environnemental de l'IA, qu'est-ce que ça coûte en carbone, eau, déchets, sol, on a évoqué quand même un paquet d'usages au début de cette vidéo, et l'idée c'est que je me suis dit je vais pas forcément attendre de la part des fournisseurs qui nous communiquent ces éléments, on va essayer tant bien que mal avec les données qu'on a d'essayer de reconstruire des empreintes environnementales sur le sujet et réduire notre impact lié à l'utilisation de l'IA. Si je reprends l'ensemble de la chaîne, ce que je disais, c'est que globalement notre empreinte
fait, on peut la limiter un peu à chaque moment. D'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est ai-je besoin d'IA pour faire cette tâche? Est-ce que c'est ultra nécessaire d'utiliser l'IA ou en fait, comme je faisais avant, ça peut suffire? Typiquement, je prenais l'exemple, je sais pas si ça sera coupé au montage, mais de qui a gagné la Coupe du Monde, a priori, il n'y a peut-être pas besoin d'aller solliciter l'IA. Et en fonction donc du coup de la requête qu'on pose, si on la pose plus proprement, si on passe par un mode planification, par exemple quand vous faites des tâches un peu plus complexes, au lieu de prompter, attendre, si vous planifiez, l'IA vous sort un plan, vous allez avoir des choses plus pertinentes, et de choisir aussi le modèle adapté en fonction de votre tâche. Si la tâche est toute petite, prenez un modèle très simple, si vous voulez, je sais pas, trier une liste selon un axe X ou Y, pas besoin du dernier modèle. En revanche, si vous voulez faire tout un projet de migration, c'est là où vous allez pouvoir en fait dessiner le plan avec le plus gros modèle et ensuite dispatcher pour avoir des plus petits modèles. Sachant que je pense que la tendance là sur 2026, c'est aussi que les derniers modèles vont aussi eux-mêmes proposer de l'ajustement, du fine-tuning par eux-mêmes pour adapter le modèle en fonction de la tâche. Aussi pour un enjeu de ressources et de délivrabilité des tokens au plus grand nombre. On vérifie si on a besoin d'IA, on choisit son bon modèle et on choisit le bon modèle aussi en fonction de la géographie. Comme ça, on minimise le nombre de kilowattheures qu'on utilise et on minimise du coup sur l'impact en CO2. Il y a Google qui a publié son Sustainability Report il y a moins d'un mois et qui évoque que l'énergie par prompt, donc le nombre de wattheures par prompt, a été divisé par 33 entre mai 2024 et mai 2025. Donc en mai 2024, ça coûtait 8 wattheures pour faire un prompt et en mai 2025, ça en coûte plus que 0,2. Et donc je suppose qu'en mai 2026, là, c'est encore bien moins. Mais pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut voir, c'est que leurs émissions ont augmenté de 18% sur la même période. C'est ça qui est assez fou. Enfin, même si tu as divisé par 33 l'énergie nécessaire pour un prompt, en fait, l'explosion est tellement forte, le taux d'adoption est tellement fort que les émissions de Google ont tout de même augmenté. Et ça, c'est le paradoxe de Jay Vance, qui fait que plus une techno est efficace, plus finalement on l'utilise. C'est un peu comme si je vous disais, voilà, le Big Mac, en faisant simple, il coûte 10 €, et là demain, je vous dis, super, à partir de maintenant, le Big Mac, il coûte 2 €, 5 fois moins cher. La réalité, c'est que c'est fort probable qu'il y ait plus que 5 fois plus de Big Mac qui soient consommés sur cette planète. Et là, c'est pareil avec l'IA. On peut diviser par autant qu'on veut, et l'effet rebond est d'autant plus fort. On a les mêmes types de chiffres sur Amazon qui, du coup, ont augmenté leurs émissions totales en 2025 de 16% en absolu. Et cette émission est notamment portée par le poste d'émission qui capte tout ce qui est construction des data centers. C'est tout ce qui va être dans la partie immobilisation du bilan carbone d'Amazon. Ce qui est dans immobilisation, ça a bondi de 43%, donc c'est vraiment tout de suite lié au data center. Voilà pour cette première vidéo. Je vous donnerai aussi en description de cette vidéo l'ensemble des sources qui ont permis d'aboutir à ce petit mind map. Et je voulais vous faire un petit point sur mon projet qui s'appelle Cloud Carbon, qui est un projet open source qui permet de mesurer l'empreinte carbone liée à l'utilisation de Cloud Code. Ça s'installe sur tous les terminaux et IDE tels que VS Code ou ce que vous voulez. Et ça vous permet de mesurer votre empreinte carbone liée à l'utilisation de Cloud Code, session après session, projet après projet, jour après jour, et regardez comment vous pouvez aussi moduler entre Opus, Fable, Sonnet, Haiku, les modèles pour justement avoir une meilleure empreinte carbone. Ce que vous voyez ici typiquement, c'est que sur les 6 premiers mois, globalement, je suis arrivé à 821 kg de CO2. J'ai développé le projet en avril, et ce qui est marrant, c'est de voir que avril, c'est aussi le mois le plus émissif, avec 271 kg de CO2. Peut-être aussi moins travaillé, peut-être en mai et juin, mais on voit quand même qu'il y a quand même un début de baisse. Ce qu'il faut voir, c'est que 821 kg de CO2 en 6 mois, ça va faire 1,5 tonne, quasiment 2 tonnes d'ici la fin d'année. On n'est pas encore à l'abri de nouveaux usages et de nouvelles explosions. Et 2 tonnes, c'est aussi là où on doit arriver en 2050. Et donc là, je pose vraiment la question de... Moi, effectivement, j'utilise Cloud Code fortement aujourd'hui pour développer Cloud Carbon qui est là, pour avoir développé la version entreprise qui est Token Climate, pour avoir développé un outil qui permet aux entreprises de faire l'ensemble de leur bilan carbone IT. Ça, c'était aussi développé avec Cloud. Donc je lance pas mal de projets et je me considère comme power user de Cloud. Mais demain, globalement, avec l'agentique qui arrive, ça va être dans les vies de tout à chacun. On va tous utiliser l'IA autant que je l'utilise aujourd'hui, moi en 2026. Et c'est là où j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on aura 1 à 2 tonnes de CO2 par tête juste pour nos usages IA. Je pense qu'il y a urgence aussi à se saisir du sujet, de se dire qu'il y a un problème et qu'on commence à chercher vraiment des solutions, et c'est pour ça que du coup j'ai créé ce compteur. N'hésitez pas à l'installer, je vous mets le lien également en description. Je vous mets aussi le lien vers une fiche PDF qui va vous permettre de retrouver tous les chiffres de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la télécharger. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Est-ce que vous avez appris des choses, que ça a été utile, et je vous redonne rendez-vous pour une autre vidéo sur le climat et l'IA très prochainement. Allez, ciao ciao, et surtout, abonnez-vous.